À la Seyne-sur-Mer, tout près de Toulon, dans le Var, se trouve un très surprenant musée des technologies ferroviaires. Il est aménagé chez son créateur qui a très longtemps espéré pouvoir installer sa collection dans un lieu dédié et plus approprié, mais faute d'y parvenir, c'est la maison qu'il habite qui fait office de lieu d'exposition. Alors certes, les objets s'y trouvent quelque peu entassés, mais la visite n'est pas pour autant dénuée d'intérêt. Bien au contraire, ici, tout ce qui a pu être rendu fonctionnel l'a été, ce qui a le mérite de rendre par la démonstration très compréhensible les principes de fonctionnement de dispositifs qui pour beaucoup ne se trouvent plus depuis très longtemps le long de nos voies ferrées. Le matériel exposé est représentatif de l'histoire de la traction à vapeur puis électrique, mais aussi de la signalisation de la fin du 19e à la première moitié du 20e siècle. J'ai choisi, plutôt que de respecter l'ordre chronologique de la visite, de vous proposer dans ce nouveau reportage un parcours consacré à la signalisation avant de préparer d'autres vidéos autour d'autres thématiques développées dans ce musée. Curieux de découvrir comment fonctionnaient de jour comme de nuit les signaux mécaniques mis en œuvre par différentes grandes compagnies, par des démonstrations que vous ne trouverez sans doute dans aucun autre musée, alors bonjour et bienvenue dans IVH. Eh bien, vous êtes ici au musée du chemin de fer de la Seyne-sur-Mer. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a, à commencer par ce qui est à l'extérieur, donc du matériel de signalisation, du Paris-Orléans en ce qui concerne certains objets comme le poteau kilométrique, la barrière, et du PLM, donc le sémaphore et le disque. Alors c'est très étonnant parce qu'ici, on n'est pas vraiment dans un musée, mais même si ça y ressemble beaucoup, on est chez vous. Hein. Oui, on est chez moi parce que j'ai pas eu la possibilité de faire aller le musée dans un endroit plus public, disons, ce qui pose évidemment de gros inconvénients au point de vue place, comme on le verra à l'intérieur. Tout est un peu l'un sur l'autre, et ma foi, il faut faire avec. On va le voir, vous avez quand même des belles pièces, belles au sens de leur intérêt historique et puis au sens de la place qu'elles prennent aussi. J'ai essayé de récupérer du matériel qui ne serait plus récupérable maintenant, qui a disparu. Donc il a fallu loger tout ça, évidemment, dans les locaux dont je disposais, ce qui n'a pas été une chose facile. Et maintenant, c'est un peu saturé, quoi. Bon, on va aller voir tout ça. Et puis, comme il fait beau, on va peut-être commencer par le... Oui, on va voir d'abord l'extérieur. Par le jardin. Nous avons ici donc un sémaphore PLM qui est monté de façon fonctionnelle, avec donc l'interposition sur la commande d'un compensateur qui permet, dans la réalité, comme il peut y avoir de grandes distances entre la commande et le signal, qui permet donc de compenser la dilatation des fils avec les variations de température entre l'été et l'hiver. Donc le compensateur permet de maintenir le câble toujours tendu par les contrepoids que l'on peut voir sur place. Ensuite, autre chose importante également, c'est la présence d'un appareil Aubin. L'appareil Aubin est un appareil qui a été conçu par un monsieur qui porte le même nom, monsieur Aubin, très tôt dans la construction des chemins de fer. Il a pour but justement de désolidariser la commande du signal, de façon à ce que le signal puisse être fermé par le passage du train lui-même. Alors nous avons ici cet appareil qui comporte donc deux bras. Un bras va au levier de commande, celui du haut, et le bras du bas va au signal. Ces deux bras peuvent être associés ou dissociés par l'intermédiaire d'un loquet qui va se verrouiller ou se déverrouiller par l'action des roues sur la pédale que l'on voit en bordure du rail. Donc là, le sémaphore est en position fermée. On va le mettre en position d'ouverture, ce qui va provoquer le relevage de la pédale à un niveau plus élevé que le rail. Donc là, le sémaphore est ouvert, ce qui autorise donc le départ d'un train. Et on voit ici que les deux leviers sont toujours solidaires. La pédale est remontée à un niveau supérieur au rail. Donc en passant le train, la première roue de la machine va appuyer sur la pédale, ce qui va désolidariser les deux leviers et le contrepoids du signal met celui-ci en position de fermeture. Donc c'est le train qui a fermé lui-même le signal derrière lui.
C'est ce qu'on appelle Aubinet, en fait. C'est ce qu'ils appellent Aubinet. Justement, ce monsieur Aubin a été, disons, un peu oublié, mais son nom est resté à la postérité, puisqu'on parle toujours d'Aubinet un signal, de l'aubinage, alors que ça n'utilise plus du tout le système purement mécanique qui est ici. Tellement oublié que je crois qu'on ne connaît pas son prénom, c'est ça? Oui, exactement, on ne connaît pas son prénom, tout à fait. Donc c'était important de récupérer donc, un tel matériel donc, qui est, disons, un peu presque à l'origine du chemin de fer et qui a été un des premiers éléments relatifs à la sécurité des circulations pour qu'un train ne puisse pas en rattraper un autre. Et alors, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est une chose qui va être très importante dans tout ce qu'on va voir dans votre musée, c'est que vous avez tenu, vous, à ce que le maximum de choses soient fonctionnelles. Oui, tout à fait. Tout à fait, dans la mesure de mes possibilités, bien sûr, essayer de faire fonctionner tout ce qui peut l'être, absolument. Alors là, par exemple, nous avons un disque PLM, avec l'éclairage électrique, donc modernisé, mais j'ai voulu aussi pouvoir présenter un matériel similaire, c'est-à-dire un disque PLM avec son éclairage au pétrole, ce que l'on verra tout à l'heure. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les signaux mécaniques sont conçus de telle sorte que c'est le contrepoids qui met le signal en position de fermeture, de façon que s'il y a une rupture du câble de commande, automatiquement le signal se met en position de fermeture par l'action du contrepoids. Alors le carré violet, bon, sous cette forme-là, c'est un modèle du PLM. C'est l'équivalent du carré traditionnel rouge et blanc, donc, mais pour les voies de service. Alors la présence de la clochette, c'est pour prévenir du personnel à pied qui peut évoluer donc, autour de, puisqu'il s'agit de voies de service, donc qu'une circulation, enfin au moins une locomotive peut passer. Donc là, on est sur du matériel qui a été récupéré de préférence dans la région ou ça vient vraiment de partout? D'un peu partout, oui, puisque la grue à eau vient de Niversac, près de Périgueux. Les signaux, là, viennent de la région de Manosque. Le poteau kilométrique 490, c'est de la Compagnie du Midi. Et le carré, c'est un modèle unifié SNCF. Donc carré mécanique? C'est un carré mécanique de conception SNCF, datant d'après 1938. Qui intègre son contrepoids. Alors sur les autres signaux, le contrepoids est indépendant du signal. Alors, le contrepoids fait partie du mécanisme sur le signal lui-même. Et bien que mécanique, on commence à introduire un peu d'électricité, puisqu'en fait, il y a une lampe, cette fois-ci électrique, qui est là pour rappeler... Oui, tout à fait. Donc, pour l'observation de nuit, donc, les signaux mécaniques ont un éclairage électrique donc, maintenant, mais à l'origine, ce n'était pas le cas de celui-ci, puisqu'il est postérieur à 1938, mais avait un éclairage à pétrole, ce que l'on verra tout à l'heure pour le disque. Alors là, nous avons un sémaphore qui permet d'autoriser ou de ne pas autoriser le refoulement d'une rame de wagon de marchandises sur les tiroirs des triages. Donc le triage, c'est un endroit donc, où l'on va séparer des wagons d'un train de marchandises, parce que ces wagons ont des destinations différentes, donc il faut les aiguiller sur des voies différentes selon leur destination. Donc on fait venir le train de marchandises, donc composé de ces wagons à destination différente, sur une voie qu'on appelle un tiroir. Lequel tiroir donc a une longueur qui fait au moins la longueur des trains les plus longs, entre 700 à 800 mètres à peu près. Et ensuite, la locomotive qui a amené donc, cette rame de wagon sur le tiroir, elle va refouler la rame et au bout du tiroir, enfin à l'entrée du tiroir plutôt, se trouve une butte, c'est-à-dire que la voie monte d'un côté et redescend de l'autre, ce qui fait qu'en refoulant la rame, le dernier wagon devient le premier. Il va franchir la butte, là on le détache et le poste d'aiguillage va l'envoyer sur la voie sur laquelle il doit aller pour constituer de nouveaux trains de voyageurs avec une destination plus ciblée. Donc ce signal qui se trouve à peu près vers le milieu du tiroir indique au mécanicien s'il est autorisé à refouler ou pas. Donc là, il est en position de fermeture, c'est-à-dire que le mécanicien ne peut pas refouler. La particularité de ce signal, c'est d'être observable des deux côtés, contrairement aux signaux habituels qui sont observables que d'un côté, tout simplement parce qu'une fois que le mécanicien a franchi ce signal, il faut qu'il se retourne pour voir s'il est toujours ouvert ou fermé. Alors pour la nuit, il y a des feux qui donnent des deux côtés.
et l'aile bleue est également peinte en bleu de l'autre côté. Pour que le signal s'ouvre, il faut nécessairement l'accord de deux personnes. La personne qui est au niveau de la butte, là où on détache les wagons, et la personne qui est au poste d'aiguillage, qui va orienter le wagon détaché, qui va redescendre de la butte, l'orienter sur la voie sur laquelle il doit aller. Donc les deux personnes ont chacune un levier de commande de ce signal, et il faut que les deux personnes soient d'accord pour autoriser la manœuvre. Le signal ici est remonté avec ces deux leviers, l'un étant censé être celui au niveau de la butte et l'autre au niveau du poste d'aiguillage. Là, je vais les mettre tous les deux en position de fermeture. Là, il est en position d'ouverture. Donc là, les deux leviers sont en position de fermeture et le signal est fermé. Si l'on ouvre un seul des leviers, le signal ne s'ouvrira pas. Pour des raisons de sécurité, il faut que les deux personnes au poste d'aiguillage et à la butte soient d'accord pour autoriser le refoulement de la rame. Donc je vais ouvrir un levier, ça ne va rien faire au signal. Je vais le refermer, j'ouvrirai l'autre, ça ne va rien faire au signal. Je vais ouvrir les deux et le signal s'ouvrira. Voilà, donc un levier est ouvert, mais le signal n'a pas bougé. Je referme ce levier, j'ouvre le second. Ce sera la même chose, le signal ne va pas s'ouvrir. Et maintenant, j'ouvre les deux leviers et le signal s'ouvrira. Voilà, alors toujours pour des raisons de sécurité, si l'une des deux personnes, celle qui est à la butte et celle qui est au poste, s'aperçoit qu'il faut arrêter la manœuvre, eh bien, il suffit de fermer un seul des deux leviers pour que le signal se ferme. Voilà. Donc il faut l'ouverture des deux pour l'ouverture du signal, mais la fermeture d'un seul suffit pour fermer le signal. Alors cela est commandé par ce jeu de contre-poids. Voilà, donc ça c'est un signal, disons, d'inspiration PLM, bien que la conception de celui-ci soit plus récente, puisqu'il est de fabrication SNCF. Bon, ben alors nous sommes laissés donc avec la reconstitution de la partie haute du mât, d'un mât qui serait identique à celui qu'on a vu dehors, c'est-à-dire d'un disque PLM, mais équipé pour son éclairage au pétrole, donc tel que c'était à l'origine. Alors chaque disque, enfin chaque signal avait des lanternes associées à leur utilité, donc à leur signal. Donc la lanterne correspondant à ce type de signal, c'est celle-ci. Voilà, alors c'est une lanterne à pétrole, donc on va l'allumer. Alors là, je l'allume avec un briquet, mais à l'origine, donc, enfin à l'origine du temps où c'était en exploitation, il y avait donc des cheminots qui étaient préposés à l'allumage des lanternes, qui se faisait donc au droit de chaque signal. Et pour cela, il fallait que le préposé à l'allumage des lanternes aille déjà à pied le long des voies, ou en vélo des fois, pour allumer ces lanternes. Ces lanternes, on ne les laissait pas, c'est pour l'observation du signal la nuit, donc on ne les laissait pas allumer le jour. Donc il fallait les allumer tous les soirs et les éteindre tous les matins. Et pour ce faire, donc, le personnel préposé à ça se baladait donc avec cette lanterne-ci, ou identique à celle-ci, donc pour allumer les lanternes des signaux. Alors, la lanterne d'allumeur comporte ici un petit réservoir avec du carburant, donc de l'essence ou de l'alcool à brûler ou du pétrole, peu importe. Donc, il trempe ce tampon dans l'essence et par l'intermédiaire de cette ouverture-là, il allume ce tampon donc à sa propre bougie, à sa propre flamme, disons, de lanterne. Bon, et avec ça, il va allumer donc la lanterne du signal. Voilà. Donc ça, c'était le rôle des allumeurs. Alors, la lanterne, on va donc l'attacher sur son support. Voilà, donc elle se place sur un chariot qui coulisse le long du mât, depuis le bas jusqu'en haut, où l'on est ici, par l'intermédiaire de cette chaîne, donc on va la faire monter.
il y a un système d'attache automatique qui va la fixer à son bon niveau. Donc cette lanterne possède un verre blanc en avant et à 90 degrés, ici, un verre jaune. On va la monter. Donc elle se montait depuis le bas du signal. Il n'était pas nécessaire de monter après le signal. Voilà. Donc la lanterne reste accrochée à son bon niveau et si l'on prend du recul, il y a un écran rouge qui est solidaire du grand disque rouge qui est devant le verre blanc de la lanterne, donc ça donne le rouge. Et sur le côté, le faisceau jaune se réfléchit, la lumière jaune se réfléchit sur un miroir à 45 degrés et donc de loin on voit à la fois le rouge et le jaune. Donc la couleur rouge et jaune associée indique au mécanicien qu'il est en présence d'un disque. Chaque signal a des codes de couleurs ou d'assemblage de couleurs qui leur sont spécifiques. Donc quand un mécanicien voit du rouge et du jaune ensemble, il sait qu'il est en présence d'un disque, même s'il ne voit pas tout le disque parce qu'il fait nuit. Quand on ouvre le signal, voilà, il y a une cam tout en haut qui fait basculer une lunette verte avec un écran vert, donc devant le vert blanc de la lanterne, ce qui fait que ce qui était rouge précédemment devient vert maintenant. Quant au faisceau jaune qui existe toujours sur le côté, mais il ne se réfléchit plus sur le miroir parce qu'il est coupé par la tôle. Donc là, on ne voit que le feu vert. Donc on voit soit le feu vert, comme pour tous les signaux quand ils sont en position d'ouverture, ou alors le feu rouge et le feu jaune associés, et on sait qu'on est en présence d'un disque. Par ici, on peut voir donc ici le miroir avec son support. Là, contrairement aux signaux que l'on a vus tout à l'heure à l'extérieur, qui étaient commandés par des transmissions funiculaires, c'est-à-dire par des fils et des leviers, ici, on est en présence d'un moteur fabriqué par un fabricant qui s'appelle Morse, donc ce sont les moteurs Morse, qui ont été conçus pour remplacer justement les transmissions funiculaires telles qu'on a vues dehors, par câble, par compensateur, etc. Donc là, on met un moteur comme ça à chaque signal mécanique pour rendre sa commande électrique et non plus mécanique. Alors le moteur Morse comprend donc un moteur électrique qui marche sous 8 volts en courant continu, qui va entraîner par un jeu d'engrenage cette grande couronne dentée qui n'a pas d'axe, qui n'a pas de rayon, qui tourne sur 3 galets, 1, 2 et 3, et qui comporte donc des cames, 4 cames à 80 degrés les unes des autres, qui, lorsqu'il va tourner, ce disque va entraîné par le moteur, va tourner dans ce sens-là. La came qui est ici va venir accrocher cette pièce-là. En accrochant cette pièce-là, elle va entraîner ce bras qui est ici, qui lui va correspondre derrière donc à la chaîne qui commande le signal. Donc provoquer l'ouverture du signal. Donc ça, c'est le moteur qui va le faire. Il va y avoir ensuite, quand le signal sera dans sa bonne position d'ouverture, il va y avoir la coupure de l'alimentation du moteur, et on verra l'étincelle ici de contact de fin de course, et donc le moteur n'est plus alimenté. En revanche, il restera alimenté ces électroaimants ici, il y en a 2, qui maintiennent plaqué contre ce barreau. Et on verra le rôle que joue ce barreau tout à l'heure à la fermeture du signal. Alors, on va ouvrir le signal. Voilà. Donc là, le moteur a fait son boulot. Là, il n'est plus alimenté. La came qui était en haut est venue, elle a entraîné cette pièce-là et le disque s'est ouvert. Et le disque va rester ouvert tant que l'électroaimant ici est alimenté, c'est-à-dire tant que ce barreau est collé ici. Quand on veut fermer le signal, ce n'est pas le moteur qui va intervenir. La fermeture du signal, c'est uniquement le contrepoids qui va la provoquer. Mais pour ça, il faut qu'ici, ça se décroche. Et pour décrocher ça ici, c'est-à-dire cette pièce-là de la came qui le retient, il faut couper l'alimentation de l'électroaimant. Cette pièce-là, ce barreau va tomber. En tombant, il va faire décrocher ça. Et le contrepoids va pouvoir faire fermer le signal. Voilà. Mais là, il n'y a plus d'intervention du moteur électrique. Le moteur électrique n'intervient que maintenant quand on va ouvrir le signal.
Voilà, donc ça, ces moteurs Morse ont été conçus spécialement pour cet usage, donc, de fonctionnement des signaux mécaniques sans pas avoir à faire des transmissions funiculaires. Alors, on voit le contrepoids qui est là-haut. Ouais, c'est le contrepoids qui fait ramener... voilà, là, il y a la came qui est ici, a fait basculer la lunette verte, donc à son bon emplacement. Mais quand la came tourne dans l'autre sens, évidemment, c'est le contrepoids qui fait remonter la lunette verte de façon à laisser la place à l'écran rouge. Ça, c'est donc tous les matins, on pense souvent que le soir, ils les allumaient, mais on oublie que le matin, il fallait bien les éteindre, donc ils avaient vraiment 2 tournées. Tout à fait. Les blocs Paul Ducousseau, du nom de leur inventeur, donc M. Paul, qui était directeur de la Compagnie du Midi, et un ingénieur de la compagnie, M. Ducousseau, avait conçu ce système de blocs qui comporte que 2 signaux, le disque et le sémaphore étant le carré, là. Alors, ces signaux présentaient la particularité d'être toujours en position de fermeture quand il n'y avait pas de train, donc l'inverse du bloc automatique lumineux, tout simplement parce que la position de fermeture, c'est-à-dire la présentation de ces volets rouges, correspond au fait que l'alimentation des électroaimants qui les replient vers l'avant et donnent la position d'ouverture, ces électroaimants étaient alimentés par des batteries, et pour qu'elles ne s'usent pas trop vite, il fallait que qu'elles ne débitent pas de courant pendant le temps le plus long, donc quand il n'y a pas de train qui passe. Là, donc, ils sont donc en position de fermeture, donc on va les mettre en position d'ouverture en alimentant l'électroaimant qui les commande. Voilà. Donc là, ça donne la position d'ouverture des signaux, aussi bien le disque que le sémaphore. Alors, ces volets qui se rabattent sont constitués de feuilles d'aluminium qui ont remplacé ce qu'il y avait à l'origine, c'est-à-dire de la soie teintée en rouge qui était tendue sur l'armature que l'on voit derrière. Et cette soie se déchirait, se brûlait au soleil, évidemment, puisque c'était sur la Compagnie du Midi. La soie a été remplacée, donc, par la suite, par des feuilles d'aluminium que l'on voit maintenant. Alors, les signaux reprennent la position de fermeture, simplement en coupant l'alimentation des électroaimants, par le fait qu'ils ne sont pas montés à la verticale, ils sont montés en décalage, donc ce qui fait que par gravité, ils se remettent dans cette position-là naturellement. Alors à l'origine, c'était des lanternes à pétrole aussi qui les éclairaient la nuit. Alors on voit les ronds dans l'aluminium, là, derrière, donc, on montait également des lampes à pétrole, donc, qui donnaient donc, le signal rouge. Ensuite, donc, ils ont été électrifiés, donc c'était des feux donc, indépendants du mât qui étaient à côté, et donc on a obturé les ouvertures qui correspondaient aux lampes à pétrole. Parmi les signaux aussi qui étaient propres à certaines compagnies, alors on passe du Midi au Nord, donc là, on a la palette SEM. Spécifique au Nord, en fait, c'était des signaux qui permettaient de donner soit la voie libre, soit un avertissement. Donc là, elle est en position de fermeture, donc l'avertissement est donné. Alors, au milieu, on a une lanterne qui éclaire des 2 côtés en lumière blanche, et cette lumière traverse des 2 écrans jaunes de chaque côté, en ligne horizontale, et donc la lumière jaune se réfléchit sur les miroirs pour donner les bandes correspondantes. En position d'ouverture, donc la lumière blanche, comme la lanterne, est solidaire de l'aile. Donc la lumière blanche traverse cette fois en diagonale des verres verts, des écrans verts, qui se reflètent, donc qui se réfléchissent plutôt sur les miroirs, donc pour donner des bandes vertes. Et au milieu, alors c'est pareil, au milieu de la lanterne, donc là on a le jaune ou on a le vert, tout simplement parce qu'à l'intérieur de la lanterne, il y a un petit support de verre avec un contrepoids, et il est monté sur un pivot, ce qui fait que le support de verre, lui, ne bouge pas, puisqu'il est articulé sur le pivot, et le lest le maintient toujours en position verticale, et c'est la position de la lanterne qui change,
et donc qui passe devant le jaune ou devant le vert. Alors, l'angle de rotation est de 35 degrés. Il faut que ce soit assez précis. Et à l'origine, donc, c'était des lanternes à pétrole. Ces lanternes à pétrole devaient nécessairement, comme elles étaient fixées, après elles tournaient, ce qui n'était pas le cas normalement des lanternes qui éclairaient des signaux. Donc il fallait qu'à l'intérieur, la lampe à pétrole, elle, ne tourne pas. Évidemment, il faut qu'elle reste verticale. Donc le corps de la lanterne tournait. La lampe à l'intérieur était lestée également, de façon à ce qu'elle reste verticale, et le corps de la lanterne avait 2 cheminées, de façon à ce que dans chacune des positions, il y ait une cheminée au-dessus de la lampe à pétrole. Ce n'était sans doute pas là le dispositif le plus simple, mais il a eu le mérite de fonctionner pendant de nombreuses années. Le musée des technologies ferroviaires peut se visiter à peu près n'importe quel jour de l'année. Il n'est ouvert que sur demande ou près de son propriétaire que vous pouvez contacter par l'intermédiaire du site de l'Office du tourisme de la Seine-sur-Mer. Je vous remets le lien en description, mais vous retrouverez également les coordonnées de ce musée dans mon guide du tourisme et des loisirs ferroviaires qui contient un peu plus de 700 idées de balades à thématique ferroviaire à faire seul, entre amis ou en famille, un peu partout en France.